Bien, bonjour à tous. Bonjour Samia Tari, Bonjour. professeur de pneumologie à la faculté de médecine d'Alger, chef du service de pneumophysiologie au CHU Mustapha à Alger. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir pour un exposé intitulé « Est-il possible d'appliquer les recommandations GINA relatives au diagnostic de l'asthme ?» C'est une question tout à fait intéressante et qui fait suite en quelque sorte à la conférence que nous avait fait le professeur Louis-Philippe Boulet en début d'année. Louis-Philippe Boulet est président du GINA, c'est-à-dire le Global Initiative for Asthma. Louis-Philippe Boulet est professeur à l'Université Laval à Québec et on est heureux de sa présence car il va pouvoir commenter en quelque sorte et discuter la présentation de Samia Tari à la suite donc de sa présentation d'ici une 20 ou 25 minutes. Enfin, tu as le temps que tu souhaites, Samia. Eh bien, nous t'écoutons. Merci. Merci Étienne. Merci à vous d'avoir accepté ma proposition et je vais essayer de répondre à la question posée. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut passer la présentation parce que je ne la vois plus. Est-ce qu'on peut mettre la présentation? La suivante, Yves. Moi, je ne vois pas mes plaques. Hein. Voilà. La plaque, Samia, la plaque, c'est GINA 2022, 2 points, quoi de neuf? Moi, je ne vois rien. Je n'ai aucune… Sur mon écran, je n'ai pas ma… OK. Est-ce que Louis-Philippe ou Étienne, est-ce que vous voyez les plaques? Oui, on les voit. Moi, je ne les vois pas. Bon, mais là, c'est pas le problème n'est pas de mon côté à moi, cher Samia, le problème est de votre côté à vous. D'accord. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est ouvrir votre diaporama et puis allez-y avec votre diaporama chez vous. Puis quand vous voyez que je ne change pas la plaque, dites-moi-le, puis je vais changer. Donc, je vais revenir à la première plaque, la plaque qui présente votre titre. OK. OK, je vais… J'y suis. Voilà, nous y sommes là. Donc, on y est. Donc là, nous allons essayer de répondre à la question sur est-ce qu'il est possible d'appliquer les recommandations GINA relatives au diagnostic de l'asthme. Plaque suivante, on sait que les recommandations GINA ont toujours servi de fil conducteur pour l'élaboration de recommandations pour un ensemble de pays. En 2022, qu'y a-t-il de neuf dans ce rapport? Tout d'abord, il y a un ensemble, beaucoup de nouveautés, notamment beaucoup de clarifications relatives à la méthodologie appliquée. Là, on a également abordé la problématique de l'association asthme et Covid, évidemment, actualité oblige, le diagnostic de l'asthme, la problématique des pays à faible revenu, l'évaluation du contrôle, une meilleure définition de l'asthme léger et différents aspects du traitement. Et également avec un point important également relatif à l'asthme difficile, à l'asthme sévère, avec les démarches diagnostiques et les biothérapies. Plaque suivante. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière de diagnostic? Tout d'abord, on rappelle que depuis le début de l'élaboration des recommandations, c'est-à-dire depuis le début des années 90, la définition de l'asthme est de plus en plus claire et on a un meilleur discernement puisque cette maladie est maintenant définie comme une maladie. On reconnaît le caractère hétérogène, le caractère chronique, l'inflammation également bronchique qui est permanente, la présence également de symptômes qui sont variables dans le temps et en intensité, mais également l'intervention de la limitation des débits respiratoires. Plaque suivante. Pourquoi confirmer le diagnostic d'asthme? Il y a évidemment le souci de ne pas sur- ou de sous-traiter et également de ne pas passer devant un diagnostic différentiel puisqu'on le sait tous, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et la gêne respiratoire et les sifflements peuvent survenir dans d'autres maladies.
Ce constat a été fait notamment dans une très belle publication qui est rapportée par le GINA sur donc une cohorte de patients suivis sur 5 ans qui ont été repris et réévalués. On a retrouvé qu'un tiers des patients n'étaient pas confirmés comme étant asthmatiques. Et cette non-confirmation a été notamment retrouvée chez des patients chez lesquels on n'a pas fait une fonction respiratoire au moment du diagnostic. Plaque suivante. Jusqu'à présent, je dois avouer que nous avons toujours travaillé avec essentiellement un diagnostic d'asthme établi sur la clinique, une clinique évidemment en faveur de l'asthme. Actuellement, ce qui est admis, c'est l'association, c'est l'intégration des signes respiratoires avec la mise en évidence de la limitation des débits respiratoires. Plaque suivante. Quelle est la démarche? Les circonstances évidemment de diagnostic qui sont proposées par le GINA identifient finalement 2 situations. Le malade naïf, c'est-à-dire celui qui n'a jamais été traité, qui n'a pas de traitement de fond, et le malade qui est déjà sous traitement, c'est-à-dire qui reçoit déjà un traitement de fond. Plaque suivante. Chez le patient naïf, évidemment, la clinique est importante puisque c'est la présence de symptômes respiratoires, en général plus d'un symptôme respiratoire. La caractéristique importante, c'est la variabilité dans le temps et en intensité chez le même malade. Et cela aussi, il faut le signaler, en fait, quel que soit le degré de sévérité, puisque quel que soit le degré de sévérité également, le malade peut présenter des exacerbations. Le caractère important également, c'est la survenue le soir ou le matin au lever. La notion de facteurs aggravants, notamment les infections virales qui peuvent aggraver cet état respiratoire, ces symptômes. Il est important également dans l'histoire du patient de prendre en compte le début au cours de l'enfance, la notion de rhinite, d'eczéma ou une notion familiale d'asthme ou de rhinite. Évidemment, ces éléments ne sont pas présents chez tous les patients, mais quand ils sont présents, ils permettent de conforter le diagnostic. L'examen physique est aussi important, mais en sachant que cet examen qui peut mettre en évidence des sibilants, des râles, sibilants, il peut être tout à fait normal chez un patient qui est en dehors de la crise ou de l'exacerbation. De même quand ils sont présents, ils témoignent d'une crise ou d'une exacerbation. Et dans les cas extrêmes de crise très sévère, d'exacerbation sévère, ils peuvent même être absents. Mais évidemment, dans ces situations d'exacerbation, il y a d'autres signes de gravité qui s'associent. Il est évident également que tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme, je l'ai dit au départ, donc il est important de prendre en compte les diagnostics différentiels, notamment quand on est devant une toux isolée, quand on est devant une expectoration chronique isolée, quand on est devant une dyspnée également, qui peut en rapport avec des facteurs de risque liés par exemple à la BPCO. Du point de vue maintenant la nouveauté, c'est-à-dire ce qui est nouveau pour la communauté, c'est de confirmer la variabilité de la limitation des débits. C'est-à-dire qu'il faut non seulement documenter la limitation des débits, c'est-à-dire mettre en évidence ce trouble obstructif, mais également documenter la variabilité dans le temps. Comment documenter la variabilité? Bon, évidemment, pour documenter la limitation des débits, c'est toujours le rapport de Tifno avec le VMS. Et là, je vois que sur le GINA, ce qui a été mis comme limite, c'est 75 à 80%. Pour ce qui est de la variabilité, un ensemble de possibilités sont disponibles. Il y a soit le test de bronchodilatation avec une augmentation du VMS de 12% et une augmentation de 200 millilitres, c'est-à-dire en valeur absolue, c'est et, parce que d'habitude on disait et ou VMS et ou augmentation de la valeur absolue, là c'est VMS et valeur absolue, voire jusqu'à 15% et 400 millilitres. Mais il faut évidemment faire attention dans l'interprétation de ce test de bronchodilatation, puisqu'il faut tenir, cette bronchodilatation est obtenue après utilisation d'un bronchodilatateur de courte durée d'action, mais si le patient utilise des bronchodilatateurs de longue durée d'action, évidemment, il faudra en tenir compte pour l'interprétation. Un moyen également très simple dont on ne cesse de faire la promotion depuis les années 90, c'est le débitmètre de pointe, où la variabilité du DEP également, mesurée sur différentes mesures et sur une période d'1 à 2 semaines, permet d'établir le diagnostic.
l'autre élément également important, c'est la mesure de la spirométrie après un traitement anti-inflammatoire. Là aussi, c'est soit l'amélioration du VMS, soit l'amélioration du DEP. Il y a le test à l'exercice également, situation que l'on peut rencontrer chez les sportifs en général, avec une diminution de 10%. Il y a le test de provocation bronchique en utilisant évidemment la métacholine, le mannitol, etc. Et il y a également autre possibilité d'établir, de documenter cette variabilité, c'est de la documenter en la mesurant entre les différentes consultations. Évidemment, elle est caractérisée par une bonne spécificité, mais une faible sensitivité. La fonction respiratoire, on le voit, est importante. Elle doit être réalisée avant la mise en route du traitement, si possible. Je dis bien si possible parce que il y a des situations, même dans le GINA, on dit en cas d'urgence mettre un traitement, mais qu'est-ce que vraiment l'urgence? Est-ce que c'est sur le plan du jugement clinique qui va décider de mettre en route du traitement? La mesure de la spirométrie après bronchodilatateur, donc il faut évidemment optimiser les conditions de réalisation et il faut répéter les tests. Évidemment, donc, le diagnostic de l'asthme va être porté sur la clinique et sur la variabilité de la fonction respiratoire, soit par une spirométrie ou par le monitoring du débit expiratoire de pointe. Plaque suivante. Ce que propose le GINA, évidemment, c'est, j'ai essayé en fait sur les différentes plaques de présenter les différentes possibilités qu'offre le GINA. Il y a juste cette partie-là qui probablement, à notre sens, puisque j'en ai discuté ici avec mon équipe, c'est si le patient n'a pas encore un traitement de contrôle, il faut évidemment attendre de mesurer cette variabilité ou mettre un traitement en attendant si on juge qu'il faut mettre un traitement en urgence ou si d'autres diagnostics sont évoqués. Donc, ceci pour le malade qui n'a jamais été mis sous traitement. Pour le patient qui est déjà sous traitement, j'ai repris la plaque du GINA telle qu'elle est proposée, puisqu'on distingue plusieurs situations cliniques. La situation où il y a une variabilité des symptômes avec une variabilité sur le plan de la fonction respiratoire. Évidemment, ici, nous sommes dans la situation… Excusez-moi, Yves, là, c'est la diapositive suivante, je pense. Oui, je m'excuse, Voilà. oui. Oui. Ah, je n'ai pas dit oui, j'étais emportée dans mon… D'accord. Donc, je reprends. Donc, chez les patients qui sont sous traitement, ce qui est proposé, donc ce tableau qui est très intéressant puisqu'il y a 4 situations qui sont identifiées et avec à chaque fois ce qui doit être fait. Donc, pour la situation la plus simple, évidemment, c'est la variabilité de la symptomatologie respiratoire et de la fonction respiratoire. Évidemment, le diagnostic est facile à établir dans cette situation puisqu'on a mis en évidence ce qu'il fallait. Il ne reste plus qu'à évaluer le contrôle et à mettre sous traitement. Ensuite, il y a la deuxième situation où on a une variabilité des symptômes respiratoires, mais avec sur le plan fonctionnel pas de variabilité. Évidemment, là aussi, il faut reprendre le test et faire des évaluations entre 2 consultations. Évidemment, si ensuite, à ce moment-là, on aboutit à ce que le VMS est à plus de 70%, on commence à considérer le step down, c'est-à-dire à diminuer le traitement de contrôle, et on réévalue 2 à 4 semaines après. Et ensuite, on a la situation où le patient n'est pas amélioré, on augmente le traitement, et à ce moment-là, le patient est revu 3 mois après. La situation numéro 3, c'est le patient qui a peu de symptômes, qui a une fonction normale et qui n'a pas de variabilité sur le plan de la fonction respiratoire. Là aussi, il faut reprendre, il faut réévaluer et mettre en évidence toute cette variabilité grâce à des mesures répétées. Ensuite, il y a la 4e situation où le patient
à une persistance de la gêne respiratoire avec une persistance de la limitation des débits, là aussi, il faut augmenter le traitement et jusqu'à 3 mois et ensuite réévaluer. S'il n'y a pas d'amélioration à ce moment-là, il faut référer le patient et éventuellement considérer que le patient peut-être a une association asthme et BPCO. Voilà donc pour ce qui est de la situation du malade sous traitement. Plaque suivante. Donc, il est bien dit sur le GINA, la procédure pour effectuer le step-down est très claire, c'est-à-dire qu'il faut évaluer le contrôle, la fonction respiratoire. Il faut faire attention également s'il n'y a pas de facteur de risque d'exacerbation, donc il ne faut pas faire de step-down. J'imagine que c'est pour les patients qui sont à haut risque de mortalité. Chez ces patients-là, nous ne faisons pas de step-down. De toute façon, même nous ne le faisons pas. Il faut choisir le bon moment et il faut également le plan de traitement écrit. Le bon moment, c'est-à-dire il ne faut pas prendre, par exemple, la saison où le patient risque de faire plus de symptômes. Donc, évidemment, c'est tout à fait logique. Et évidemment, il y a la nécessité du plan de traitement écrit. Ensuite, il faut ajuster le traitement en expliquant au patient le principe des réductions de corticoïdes, ou bien on prend la décision d'arrêter les LABA ou les antileucotriènes, et un contrôle à 2 ou 4 semaines. Enfin, il faut ensuite réévaluer, évidemment, l'efficacité de cette démarche, donc aussi bien sur le plan clinique que sur le plan respiratoire. Si c'est positif, le test, l'asthme est confirmé. Et s'il n'y a pas de changement, pas d'aggravation, on envisage l'arrêt du traitement, mais on répète le contrôle, on fait encore des mesures de la fonction respiratoire et on assure un suivi de 12 mois. La plaque suivante. Donc, on voit en fait que la fonction respiratoire occupe une place prépondérante. C'est la grande nouveauté donc pour le diagnostic de l'asthme. Plaque suivante. Pour les moyens, évidemment, c'est la spirométrie, la mesure le débitmètre de pointe, le test de provocation bronchique non spécifique. Plaque suivante. Les conditions, on n'insistera jamais assez sur la nécessité d'avoir un matériel validé. Donc, au moment de l'acquisition, vérifier les critères de qualité. Il faut calibrer, que le matériel soit calibré quotidiennement. Il faut également être avec un technicien entraîné et également un médecin qui soit capable, je dirais, un médecin capable de superviser le technicien et de pouvoir justement bien analyser la qualité de l'examen. Il y a également la problématique de l'interprétation. Donc, il faut, au moment de la réalisation du test, notamment le test de bronchodilatation, faire le listing des médicaments que prend le patient, est-ce qu'il prend des LABA, etc. Et il faut également tenir compte du possible effet des corticoïdes inhalés sur le long terme. Plaque suivante. Le DEP, évidemment, je crois qu'on est content de voir que le DEP reprend une place très importante et que ce soit clairement notifié. C'est un test, il doit être considéré comme un test de mesure de la fonction respiratoire et on va dire qu'il faudrait également l'intégrer dans l'arsenal en fait des moyens de l'examen physique. Une variation de plus de 20% doit être considérée comme possible, compatible avec diagnostic d'asthme, mais attention, si la variation est inférieure à 20%, ça ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Et là aussi, il y a un groupe de patients chez lesquels on n'obtient pas rapidement cette variabilité. Donc, il faudra avoir, je dirais, du souffle pour suivre les patients. Et on sait aussi l'intérêt du débit expiratoire de pointe pour le suivi de l'asthme professionnel. Évidemment, qui dit DEP dit également apprentissage du patient. Il est important que le patient soit capable d'utiliser le débitmètre de pointe. Et donc, il y a tout un travail à faire avec le patient pour lui apprendre à utiliser le débitmètre de pointe, à noter ses mesures 2 fois par jour et ensuite on calcule la variabilité des mesures obtenues. Je dois dire que pour nous,
nous appliquons cette démarche dans certaines situations d'asthme sévère, et même avec des patients qui ne sont pas tout à fait illettrés, mais chez lesquels nous arrivons quand même, en leur traçant un tableau, etc., à obtenir des mesures sur une période de 1 à 2 semaines. C'est-à-dire que bien souvent, on nous dit que le fait que le patient ne soit pas tout à fait lettré, qu'on risque d'avoir des difficultés, mais je crois qu'en prenant le temps, on peut arriver à le faire. Plaque suivante. Évidemment, il y a un algorithme qui est proposé par l'ERS et d'après ce que j'ai compris et que j'ai lu dans le GINA, il sera probablement intégré. Donc, pour l'ERS, il y a toujours, pour les recommandations qui sont proposées, c'est la fonction respiratoire, évidemment. Il y a le DEP, il y a le test de provocation bronchique, mais entre la spirométrie et le DEP, il y a la mesure du NO. Évidemment, la mesure du NO est intéressante. Sur le plan de la réalisation, moi je dirais que ce serait plus facile à réaliser que le test de bronchoconstriction, avec toutes les limites. La seule limite du NO, c'est l'acquisition, c'est le prix, c'est le coût. Mais sinon, il est vrai que avoir le NO avant le test de bronchoconstriction serait aussi quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, et là on voit sur cet algorithme que ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que il y a une subdivision entre ce qui doit être fait au niveau des soins de santé de base et ce qui doit être fait au second niveau. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça permet en fait également de voir toutes les procédures et que le patient, évidemment, arrive à un diagnostic, même si à la fin, quand un diagnostic n'est pas, c'est pas celui de l'asthme, eh ben, il est en second niveau où le diagnostic peut être établi. Avec évidemment dans ces colonnes grises, on voit également les situations où on peut évidemment identifier certains asthmes particuliers. Plaque suivante. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas regarder du côté des petites voies aériennes? Parce que finalement, ce serait aussi un élément intéressant qui nous permettrait d'utiliser au maximum cette spirométrie, parce que très souvent, on ne l'utilise pas. Et j'aime bien cette citation qui dit, en fait, c'est une route qu'on n'emprunte pas souvent, aussi bien pour l'asthme que pour la BPCO. On trouve que ces petites voies aériennes ne sont pas assez utilisées. Évidemment, il y a des publications qui plaident en faveur de cette démarche. Il faudrait probablement encore d'autres travaux et voir par rapport au test de bronchodilatation, au NO, etc., quelle valeur ajouter, puisqu'il y a même des publications qui, à partir, j'ai vu 2 ou 3 publications, à partir de l'analyse des petites voies aériennes qui peuvent prédire également de la qualité de la réponse du test de bronchoconstriction. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi parce que ça nous permettrait également, à partir d'un test simple, d'avoir une évaluation réelle. Qu'en est-il possible, maintenant je reviens à la question, est-ce qu'il est possible d'appliquer les recommandations GINA relatives au diagnostic de l'asthme? Je dirais oui, parce que c'est un meilleur discernement dans l'approche diagnostique, évidemment, une intégration très rationnelle de la clinique et de la fonction respiratoire, certainement moins de sous- et de surdiagnostic. Plaque suivante. Évidemment, il y a un mais. Plaque suivante. C'est évidemment les différents problèmes, aussi bien à l'échelle individuelle que du point de vue organisationnel. À l'échelle individuelle, chez les patients jamais traités, je dirais qu'en discutant avec les membres de mon équipe et c'est cette problématique du moment de la mise en route du traitement. Probablement également, il faudra, pour appliquer toute la démarche, probablement il faudra beaucoup plus de temps.
Bien que le point positif, encore une fois, c'est que l'approche diagnostique avec toutes les étapes est claire. Moi, je trouve que c'est très clair. Chez les patients déjà traités, c'est l'application du step-down, évidemment. Du point de vue organisationnel, ce sont les moyens matériels, puisque le DEP est quelque chose d'accessible, la spirométrie est accessible, le NO reste cher, le test de bronchoconstriction aussi n'est pas disponible partout. Évidemment, sur le GINA, il y a un point également qui a été soulevé, c'est la problématique des pays à faible et à moyen revenu, puisqu'il y a même un papier qui est sorti également sur l'ERS, puisqu'on sait maintenant que aussi bien les pays à faible revenu qu'à moyen revenu, les décès et les coûts sont importants. Donc, c'est une problématique qui se pose de plus en plus pour nous. Donc, pour nous, pays à faible revenu, plaque suivante, quel est l'apport des recommandations GINA? C'est évidemment le point positif, la démarche est claire. Pour peu qu'on la suive, évidemment, parce que c'est un couloir qu'il faut suivre et à chaque étape, s'arrêter, réévaluer, etc. Il faut du souffle, évidemment. Je ne dis pas que ça va être clair, ça va être simple. La faiblesse, évidemment, probablement qu'il faudra valider certains points, puisque en lisant le GINA, il y a certains points probablement qui méritent encore d'être évalués et d'être analysés. Pour nous, ces recommandations GINA sont une opportunité, puisque sur le plan collectif, ça nous permettra d'unifier notre approche également. C'est également pour notre plaidoyer pour améliorer les moyens diagnostiques, puisque les moyens sont intégrés et sont reconnus à l'échelle internationale. Donc, ce serait quelque chose qui nous permettrait de constituer un plaidoyer pour nos décideurs. Et quand on sait que l'OMS est également avec GINA, donc ce sont des points très importants. La menace, évidemment, ce sont les ressources. C'est-à-dire que ce qui va nous poser problème pour nous, ça va être probablement le manque de ressources et pour l'acquisition de matériel essentiellement, puisque la spirométrie, quand même si avec la BPCO, on a du mal encore à diagnostiquer la spirométrie parce qu'il faut généraliser la spirométrie, il faudrait que le DEP aussi soit disponible partout et penser à l'acquisition du NO et pourquoi pas des tests de bronchoconstriction. Voilà, je vous remercie et je vous remercie d'avoir accepté ma question et j'espère avoir plus ou moins répondu à ma question. Merci. Merci beaucoup, Samia. J'ai trouvé que c'était parfaitement clair, en tout cas. Avant d'entamer la discussion, peut-être que Louis-Philippe, tu voudrais apporter un commentaire aux questions que se sont posées, les questions posées par Samia, les interrogations, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Ça reflète vraiment bien ce que Gina propose. Et vous avez parlé également du guideline dirigé par Renaud Louis de l'ERS-ATS. Alors, il est bien certain que tous ces documents insistent sur le fait que la clinique est suggestive, mais souvent n'est pas diagnostique. Et on insiste énormément sur la spirométrie et la mesure objective de la variabilité de la fonction pulmonaire comme étant la stigmate importante et principale à documenter si on parle d'asthme. Bien sûr, vous avez mentionné les études avec Sean Aaron que nous avons fait au Canada sur le surdiagnostic d'asthme. Effectivement, même dans un pays où la spirométrie est très facilement disponible, nous avions le tiers des personnes avec un diagnostic d'asthme, parfois avec une lourde médication qui n'était pas asthmatique, selon les tests. Et finalement, c'était d'autres conditions. Et nous venons de faire une autre étude présentement sur
le sous-diagnostic et on se rend compte que plusieurs personnes dans la société qui ont des symptômes respiratoires et qui n'ont jamais eu un diagnostic d'asthme ou de BPCO sont des asthmatiques ou sont des personnes atteintes également qui n'ont pas eu de traitement approprié. Donc, tous ces guidelines et le GINA insistent sur le fait qu'on doit objectiver quelque chose pour être certain du diagnostic et pouvoir appliquer le traitement qui est le plus adéquat. Vous avez soulevé quelques de très intéressants points. C'est curieux parce que même au Canada, la spirométrie est sous-utilisée et bien sûr, dans de nombreux pays dans le monde, c'est sous-utilisé ou c'est pas toujours disponible. Un test qui est quand même assez simple, qui a été inventé au 18e siècle, alors c'est pas un test qui est nouveau. Ça demande bien sûr une bonne technique, ça demande un technicien ou quelqu'un qui le fait, qui connaît bien la chose. Le DEP, le débit expiratoire de pointe, je pense que c'est quand même un outil intéressant si la spirométrie n'est pas vraiment disponible, surtout en ambulatoire. Souvent, on s'en sert, nous, pour l'asthme professionnel, où on mesure les débits au travail versus hors du travail, mais également, comme vous avez si bien démontré, on peut s'en servir pour démontrer la variabilité de l'obstruction bronchique si le test est bien fait, bien expliqué aux patients. Alors, 3 petits points pour compléter, c'est qu'il est certain qu'il faut faire les tests lorsque la personne est en période symptomatique. Il peut y avoir certaines périodes de l'année, comme par exemple dans l'asthme saisonnier, où il y a très peu ou pas de symptômes du tout. Et à ce moment-là, peut-être que la réactivité bronchique est redevenue normale et donc on ne trouvera rien. Alors, ce que GINA propose, c'est que si on a une histoire antérieure de symptômes, il est important de refaire les tests dans une période où peut-être la personne sera un peu plus symptomatique. Le grand challenge que vous avez mentionné, c'est les gens qui sont déjà sous traitement. Nous, on en reçoit à l'hôpital souvent qui sont sous une lourde médication et tous les tests sont normaux. Et bien sûr, le fait de prendre un corticostéroïde à long terme normalise souvent la réactivité bronchique. Même les tests à la métacholine ou à l'exercice sont normaux. Donc, dans ces cas-là, c'est important de procéder à un lent sevrage de la médication pour voir s'il apparaît des signes d'obstruction bronchique ou une réactivité bronchique accrue ou une variabilité qui recommence à être identifiable. Alors, c'est important. Deuxième petit point, le phénol, donc l'oxyde nitrique expiré ou monoxyde d'azote expiré, qui est suggéré dans le guideline de l'ERS auquel j'ai pris part. Écoutez, le phéno, c'est vraiment un outil de phénotypage. Ça nous dit vraiment si on pense qu'il y a une inflammation bronchique importante. Et il a été inclus dans les moyens diagnostiques pour la seule raison que si on n'a pas accès justement à d'autres tests plus complexes ou à la bronchoprovocation, on s'est dit, bon, ben écoutez, si le phéno est supérieur à 50 parties par milliard, par ppb, comme on dit, ça suggère quand même une très intense inflammation qui pourrait supporter un diagnostic d'asthme. Mais bien sûr, ce n'est pas un test idéal. C'est surtout un test de phénotypage. Si on n'a rien d'autre, c'est quand même intéressant si on a le phéno. Nous, on s'en sert énormément pour ajuster le traitement, là, pour le phénotyper. Et si le phéno est très élevé, bien sûr, ça nous dit très souvent que la dose de corticostéroïdes inhalés est insuffisante. Pour les petites voies aériennes, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt pour les petites voies aériennes. Souvent, ça suggère des choses, ça suggère la présence d'une maladie obstructive, parfois variable. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore, ce n'est pas vraiment diagnostique. On a souvent des fumeurs ou des gens qui sont exposés à des irritants respiratoires qui ont une obstruction des petites voies aériennes, mais qui n'ont aucune autre stigmate de la présence d'un asthme. Alors, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas un test diagnostique franc. Alors, peut-être qu'avec les recherches futures et d'autres aspects, dans certaines circonstances ou chez certains patients, peut-être que ça pourrait nous être très utile. Alors, écoutez, vous avez fait un très beau tour d'horizon de tout ça et je vais cesser de parler parce que je parle trop et je vais plutôt répondre aux questions. Mais pour terminer, à l'Université Laval, nous avons développé, si ça vous intéresse, une application, un app là, sur iPhone ou en tout cas les différents, même sur le web, une application pour l'interprétation de la spirométrie qui est basée sur le GINA. Ça s'appelle Spiro, S-P-I-R-O tout simplement. Et si vous voyez Spiro, on voit un poumon de couleur orange et c'est marqué Université Laval à côté, c'est vraiment un guide de la spirométrie. Si vous avez
quelques paramètres spirométriques, ça vous guide sur l'interprétation et ça vous guide aussi, ça vous envoie au document de GINA pour expliquer certains éléments. Présentement, il était à 5,49 $, qui est peut-être l'équivalent de quoi, à peu près 4 €, mais à partir de la semaine prochaine, il est gratuit. Alors, il sera gratuit. Alors, si les gens ont de la difficulté avec l'interprétation de la spirométrie, c'est un guide validé extrêmement intéressant qui sera gratuit et je vous encourage à l'utiliser. Alors, j'arrête ici, puis je vais répondre s'il y a des questions, si vous avez d'autres commentaires. Merci Louis-Philippe, ces commentaires. Avant de redonner la parole à Samia, je voudrais juste demander, Spiro, c'est destiné aux médecins, c'est bien ça, c'est pas destiné aux patients. C'est destiné aux médecins ou aux autres professionnels de la santé qui s'intéressent à l'interprétation, mais surtout aux médecins. Samia, peut-être as-tu un commentaire à faire après les remarques de Louis-Philippe? Effectivement. Oui, merci pour toutes les remarques. C'est-à-dire que le problème, il est vrai, c'est malheureusement, quel que soit le niveau de développement du pays, je vois que la spirométrie reste encore le parent pauvre. Probablement, parfois je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une action pendant une année juste pour la spirométrie, sans parler d'autres examens, il me semble. Concernant le NO, oui, effectivement, son rôle n'est pas vraiment le diagnostic, mais disons, si on devait choisir si dans la démarche du choix du matériel, parce que pour le test de bronchoconstriction, il y a toujours des craintes pour réaliser ce genre de test, parce que quand on n'est pas habitué, il peut arriver qu'il y ait des accidents, etc., en plus de la disponibilité de la méthacholine, etc. Mais il est vrai que pour pouvoir établir le diagnostic, ce que l'on retient, c'est essentiellement de retenir, d'associer la clinique et la spirométrie. D'ailleurs, moi, je me suis dit probablement qu'il sera intéressant aussi qu'on reprenne nos patients et qu'on voit ce qu'on a fait toutes ces années finalement. Et je vous avouerai que pour commencer tout doucement avec quelques malades, ça risque de prendre beaucoup de temps pour justement voir si on a été en sur- ou en sous-diagnostic. Mais évidemment, notre consultation risque d'être biaisée parce que nous avons essentiellement des asthmes sévères qui viennent à l'hôpital. Vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt un prédicteur de réponse aux corticostéroïdes. Alors, si un phénomène, même si ce n'est pas de l'asthme, si c'est par exemple une bronchite chronique à éosinophile non asthmatique ou encore une BPCO avec éosinophilie, ça suggère quand même que le corticostéroïde aura un effet bénéfique. Alors, au moins de ce côté-là, ça peut guider un peu le traitement. Exactement. Également, ce qu'on appelle asthma COPD overlap, le syndrome de chevauchement asthme-BPCO. C'est important de le distinguer également parce que si on pense que c'est une BPCO pure, on commence toujours le traitement par des bronchodilatateurs. Mais le moindrement qu'on pense qu'il y a une composante asthmatique associée, soit par la variabilité des symptômes et des débits, etc., souvent, c'est très important d'ajouter en fait un corticostéroïde inhalé à un bronchodilatateur, de préférence à longue action. Alors, c'est intéressant et je pense important de vérifier si ce n'est pas un syndrome de chevauchement, effectivement. Puis, et je voudrais juste rajouter un point concernant la spirométrie. Pour nous, nos patients, nos patients sont, pour ceux qui sont assurés, il y a une prise en charge quand même du traitement qui va de 80 à 100%. C'est-à-dire soit c'est 100% du traitement qui est pris en charge par la Caisse de sécurité sociale, soit 80%. Alors, on se dit on espère que la Caisse de sécurité sociale ne va pas trop lire le GINA, sinon elle va nous exiger tout ça. Et oui, on risque d'avoir une remise en question pour nos patients. Mais évidemment, j'espère que les recommandations doivent être adaptées en fait au pays pour pouvoir prendre en charge. Le GINA a pour but justement de proposer de nombreuses stratégies selon les ressources disponibles dans les différents pays. Exactement. Plusieurs pays qui ont avoir accès même à la base des médicaments et même à la base des traitements. Alors, c'est pour ça que il y a plusieurs possibilités, mais je pense que les principes de base restent les mêmes. Exactement. Pour obtenir le matériel essentiel pour au moins
essayer d'identifier quelque chose de façon valable, mais effectivement. Exactement. Alors, on vient de trouver l'application Spiro by Université Laval. Ah, d'accord, d'accord. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est un très bel outil didactique. Ah, voilà, oui. Très bien. Merci. Une question un peu générale, Louis-Philippe, Oui. tu parlais de l'évolution du GINA. Est-ce que on peut considérer que le GINA a évolué ces dernières années, enfin ces 10 dernières années, en faveur d'une meilleure prise en charge des asthmes dans les pays à faible revenu? Écoute, c'est un point qu'on discute très souvent et présentement, nous avons un sous-comité du GINA qui se penche vraiment sur tout ce qu'on pourrait faire pour aider les pays à faible ou à moyen revenu pour essayer d'améliorer le traitement de leurs patients. Nous avons une collaboration avec l'Union internationale pour maladie respiratoire et la tuberculose, l'UIATLD, avec Kevin Mortimer, qui est un représentant. Il collabore également avec GART au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'année prochaine, je crois, on devrait être bon pour sortir. Bon, il y a déjà un article, si vous cherchez, par exemple. Oui. Vous l'avez vu, hein? Alors, il y a déjà quelque chose qui a paru dans les derniers mois pour justement identifier les problèmes et les approches et les solutions possibles. Et on penche encore là-dessus. Alors, je pense que malheureusement, la pneumologie est souvent l'enfant pauvre. Quand je regarde en cardiologie ou dans d'autres domaines oncologie, ils ont des moyens diagnostiques et des techniques fantastiques, des traitements incroyables, mais souvent la pneumologie, imaginez-vous, un test quand même que je disais assez simple du 18e siècle, on ne l'utilise pas encore. Alors, c'est certain qu'il faut faire du lobbying, essayer d'aller chercher au moins quelques éléments essentiels. Mais le GINA se penche là-dessus. Vous allez voir des choses très intéressantes qui vont s'ajouter dans les prochaines deux années. Très bien. Écoute, Louis-Philippe, n'oublie pas de nous tenir au courant. Pour ceux qui ne sont pas forcément branchés directement sur la littérature en rapport avec le GINA. L'article dont tu parlais à l'instant, là, publié par je ne sais jamais, la Société internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, il est paru cet article? Oui, il est paru. Oui. Je crois que c'est un article où il y avait Madame Aitraled, non? Il me semble. Oui, je me souviens, oui. Et sinon, je sais qu'il y a le membre de GINA, Dr. Mortimer, là-dessus aussi. Alors, si vous faites, mettons, je ne sais pas, une recherche sur le web avec Mortimer, ou justement le nom que vous venez de mentionner, c'est assez. Alors, c'est low and middle income, quelque chose. Alors, si vous avez quelques mots-clés là, vous allez trouver facilement. The Asthma Drug Facility and the Future Management of Asthma, oui. Samia, si tu peux nous communiquer l'article, on pourra le mettre sur le site, ça pourra rendre service, je pense. Très bien. Hein? D'ailleurs, Madame Aitrad, professeur Aitrad, m'avait demandé également de te le transmettre. J'ai oublié de le faire, mais je vais le faire tout de suite là. Je te le transmets, sans souci. Merci. Eh bien, il y a peut-être, nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est pas grave parce que de toute façon, elle est convaincue. La conférence est enregistrée. Et donc à la disposition de tout le monde et on sait que les gens vont se brancher après parce qu'on n'est pas toujours disponible à l'heure dite. On a chacun ses occupations. Mais il y a peut-être tout de même des questions. Qui veut intervenir? Sentez-vous libre d'intervenir surtout. Vous avez vu que Samia et Louis-Philippe ne sont pas méchants du tout, alors n'hésitez pas à intervenir. On aime beaucoup les commentaires et les questions. Eh bien, bien sûr. Et les questions les plus dites naïves sont souvent les meilleures. Qui veut intervenir? Je peux peut-être poser une question tout à fait naïve. Oui, Yves. Est-ce que sur vos comités GINA, surtout le sous-comité dont tu faisais allusion tantôt, Louis-Philippe, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, je ne sais pas comment dire ça, soit des gens de l'OMS ou soit des gens des organisations qui éventuellement sont en lien avec des fondations, etc., qui pourraient aider justement les pays aux économies précaires, plus difficiles, pour justement tenter de les aider financièrement à acquérir ces nouveaux médicaments-là et ces nouvelles thérapies-là?
Écoute, c'est une excellente question. Le GINA, c'est surtout positionné comme étant un producteur de guides, donc de guidelines, et non pas malheureusement ce qu'on appelle un metteur en œuvre ou ce qu'on appelle en anglais implementation, l'implémentation des guides. On essaie de s'impliquer de plus en plus. Il y a un comité de dissémination et implémentation, si on peut avoir un anglicisme, qui fait ce travail-là présentement, qui essaie de collaborer. Mais on essaie surtout de participer à des comités comme le GARD. Le GARD est vraiment le bras respiratoire de l'OMS qui s'intéresse aux problèmes respiratoires, sur lequel il y a des groupes de travail justement de différents pays. Hier, en fait, j'avais une conférence du GARD et on avait des expériences justement au Bangladesh, on en avait en Turquie, on en avait Brésil, dans certaines régions défavorisées du Brésil. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là et je pense que ça va amener à plusieurs modèles qui pourront servir pour plusieurs autres pays. C'est surtout, bien sûr, malheureusement, en fait, c'est normal un peu que ce soit tous, surtout des initiatives anglaises, anglophones ou de langue anglaise, mais je pense que l'espace francophone de pneumologie a un grand rôle également à jouer de ce côté-là. Mais le GINA collabore en fait avec tous ces organismes et il y a un représentant du GINA sur plusieurs de ces organismes. Merci. Mais est-ce qu'il est… Oui, Pardon. Samia. Justement, Monsieur Boulet, est-ce qu'il ne serait pas possible justement d'intégrer toutes ces données puisque l'OMS préconise l'approche santé respiratoire? Donc, je pense que c'est une démarche qui est intéressante, qui a même été testée en Algérie et je pense dans d'autres pays. Probablement qu'il serait intéressant d'intégrer, enfin, disons, les nouveautés pour que justement un meilleur diagnostic des maladies respiratoires chroniques. Puisqu'il est vrai que dans les pays à faible revenu, le HIV, la tuberculose sont encore prévalents, mais il y a les autres maladies quand même chroniques liées aux différentes addictions qui sont là. Vous avez tout à fait raison et je crois que les problèmes respiratoires, surtout les maladies obstructives, vont augmenter de façon exponentielle dans les prochaines années. Ceci dû au réchauffement de la planète, à la végétation qui prend de plus en plus de place et à la pollinisation, tous les facteurs sensibilisants pour l'allergie augmentent de façon très importante. Nous avons également, bien sûr, le tabac a été un peu remplacé par malheureusement ce qu'on a le vapotage, là, les gens qui ont des nouvelles habitudes avec les différentes essences de cigarettes électroniques. Il y a des articles très, comment dire, inquiétants qui sont sortis dernièrement, qui indiquent que probablement que l'habitude du vapotage peut mener à la BPCO, comme le tabac peut le faire. Alors, ça se suggère, il y a encore beaucoup de données avec. Alors, nous, dans les pays peut-être un peu plus favorisés, on a un vrai fléau chez les jeunes avec le vapotage, mais partout dans le monde, il y aura certainement d'autres facteurs. Il semble y avoir d'autres facteurs qui vont encourager le développement de ces maladies. Donc, il y a un besoin réel de documenter justement l'importance de ces différents problèmes dans les différents pays et de voir ajuster des solutions selon les ressources et selon les disponibilités du pays pour essayer d'attaquer toutes ces choses de front. Il y a du traitement, mais il y a beaucoup de prévention à faire également. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, mais ce que vous suggérez devrait être fait, effectivement. Très bien. Il n'y a pas d'intervention, je n'en vois pas, mais n'hésitez pas, il est encore temps. Puisqu'on a encore quelques minutes, Louis-Philippe, il me semble que c'est toi qui parlais du lent sevrage tout à l'heure et des difficultés du lent sevrage. C'est un problème qui est rencontré partout, ça. Et j'imagine qu'à Alger, c'est la même chose. Vous avez des malades qui arrivent bourrés de corticoïdes ou des traitements intermittents assez Oui. disons, peu recommandés. Assez folklorique. Pardon? Oui. Je disais assez folklorique. C'est très folklorique, oui, bien sûr. Alors, c'est particulièrement difficile. Alors ça, c'est peut-être… D'abord, est-ce que ça représente… C'est un problème hospitalier, certain, puisque ce sont des gens qui arrivent, si je puis dire, à bout de souffle. Mais est-ce que c'est réellement un problème de santé publique?
Je vous laisse répondre Oui. premièrement et je répondrai après. Oui, Samia. Moi, je pense que oui, c'est un véritable problème de santé publique parce que ce sont des patients qui nécessitent plus de soins, qui nécessitent parfois des admissions et en plus de la perte en qualité de vie, effectivement, si. Comme ils ne sont pas très nombreux, disons, heureusement pour nous, mais sur le plan du coût et de ce que ça consomme comme moyen de prise en charge, c'est assez important, hein. Donc, je dirais oui. Oui. Écoute, je pense qu'il y a plusieurs problématiques associées à ça. On voit souvent des gens qui nous arrivent avec une lourde médication, mais il y a deux types de problèmes. Ou bien ils ne l'ont pas pris, et donc un problème d'adhésion thérapeutique qui donne énormément de problèmes. Alors, il y a souvent les asthmes légers à modérés, très mal contrôlés, qui peuvent mimer un asthme sévère. Mais encore là, si la personne prend ses médicaments et n'a pas de soulagement, il y a encore beaucoup de problèmes. Il faut soupçonner qu'il y a peut-être une autre condition associée. Alors, les symptômes peuvent être liés à l'obésité, peuvent être liés à un problème des voies aériennes supérieures, peuvent être associés à une dysfonction glottique, ce qu'on appelle en anglais le dysfunctional breathing, qui arrive très souvent et qui mime l'asthme. Il y a tellement de maladies qui miment l'asthme. Ça peut être une tumeur trachéale, donc il y a un diagnostic différentiel important à faire. Et si on est persuadé que c'est un asthme, mais qu'on n'est pas capable d'objectiver d'obstruction bronchique ou d'hyperréactivité bronchique, à ce moment-là, c'est là que Gina propose dans ses tables une méthode de sevrage progressif et lent de la médication pour voir s'il apparaît de l'obstruction bronchique à un moment donné, documenté idéalement par spirométrie, mais ça peut se faire par des débits expiratoires de pointe aussi. J'ai l'impression qu'il y a dans vos propos, il y a une sorte de réhabilitation du débit expiratoire de pointe, parce que, enfin, tout au moins en France, à un moment donné, je me souviens, il y a quelques années, quelques dizaines d'années même, le DEP apparaissait vraiment comme la technique miracle pour dépister les asthmes dans la population générale. Puis après, on a dit, mais non, ça ne vaut rien du tout. Et j'ai l'impression d'une réhabilitation, je me trompe? Écoutez, je pense que le DEP a toujours été là. Mais effectivement, il y avait une moins bonne popularité. Mais si on se rend compte que la spirométrie est très peu utilisée, on se dit au moins on aura peut-être quelque chose d'objectif quelque part. Mais il faut bien s'assurer que c'est un test qui est dépendant de l'effort. Alors, si quelqu'un ne fait pas le test correctement ou qu'il penche le débitmètre quand il expire, il y a des problèmes techniques majeurs qui font que c'est non valable. Alors, c'est beaucoup plus fragile comme test qu'une spirométrie, par exemple, où on a un technicien ou une technicienne qui supervise. Alors, il faut vraiment que ce soit bien fait. Et c'est surtout utile lorsqu'on le répète de façon régulière, soit 2 fois par jour ou de façon régulière, pour voir les fluctuations du débit expiratoire de pointe. Souvent, lorsqu'on compare avec les valeurs prédites pour l'âge, c'est pas toujours très, très fiable. Alors, c'est surtout intéressant lorsqu'on voit le débit, lorsque la personne est à son mieux et lorsqu'elle est à son moins bon, pire ou encore lors d'une exacerbation, si on voit des chutes significatives, alors, c'est une modification significative. Alors, c'est pas un test idéal. La spirométrie reste encore le standard présentement, mais c'est quand même au moins quelque chose d'intéressant d'ambulatoire et qui peut aider lorsque la spirométrie n'est pas disponible. Et j'aurai un petit commentaire final tantôt, mais pour l'instant, je me limite à celui-ci. Très bien. Samia, c'est ton avis aussi? Oui, effectivement. C'est-à-dire que le DEP, on a beaucoup fait la promotion du DEP quand il y a eu les premières recommandations sur l'asthme, notamment en Algérie. On a beaucoup parlé de DEP, de débitmètre de pointe, et puis après, on a oublié. On a l'impression qu'on l'a oublié en cours de route. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait la promotion, et ensuite, ça fait quand même plus de 20 ans, plus de 30 ans quand même, depuis 92. Donc, on a oublié un peu en cours de route. Ensuite, quand il y a eu la BPCO avec la spirométrie, on s'est remis à parler de fonction respiratoire. Mais on a plus parlé de spirométrie que de DEP, en pensant probablement que ce qu'on avait fait pour l'asthme était acquis, en fait. Mais en fait, on se rend compte que non. Il faut reprendre notre cheval de bataille et reparler du débitmètre de pointe, reparler de la spirométrie et reparler de la fonction respiratoire de façon globale pour le diagnostic des maladies respiratoires, notamment l'asthme et la BPCO. Très bien.
Ben, écoutez, c'est le moment de conclure. Louis-Philippe, tu voulais rajouter un mot, puis on va laisser le dernier mot à Samia, peut-être, Oui, avant bien de sûr. demander à Yves de… Bien Oui, sûr. Écoutez, ça m'a fait plaisir de participer à cette discussion. Je pense que c'est un sujet très important et un peu négligé parfois. Je voulais simplement mentionner que l'ERS et l'ATS ont fait un nouveau guide d'interprétation de la fonction pulmonaire, incluant la spirométrie. Ça vient de sortir il y a quelques mois. Nous l'avons analysé au GINA et ça change complètement nos critères d'évaluation de l'obstruction variable et de l'obstruction de base. Oui. Mais on pense qu'il est un peu trop, c'est précoce comme changement. Alors, le GINA va conserver les mêmes critères que vous avez mentionnés dans votre présentation, jusqu'à temps qu'on nous ayons d'autres informations sur la validité des nouveaux critères suggérés. Donc, pour l'instant, même s'il y a un nouveau guide théorique sur l'interprétation qui est différent de ce qui a été présenté et ce qui est dans le GINA, on aime mieux attendre. Déjà, c'est déjà assez complexe comme ça pour certaines personnes. Il ne faut pas mêler les choses. Alors, encore une fois, merci pour cette très intéressante présentation et au plaisir de participer éventuellement à une autre. enfin, merci Louis-Philippe. Ben, c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que ces recommandations elles posent problème à un certain nombre de personnes, hein. Donc, euh, savoir que le GINA temporise, c'est peut-être c'était un message important. Samia? Bien, je voudrais encore réitérer mes remerciements d'avoir le fait que vous ayez accepté ma proposition. Merci à Monsieur Boulet d'avoir participé dans le débat et je pense que vos remarques sont très importantes et nous sommes rassurés sur certains points et ce que nous voulons, c'est que même si nous sommes des pays à faible et à moyen revenu, c'est que nos patients aient accès à des soins de qualité, c'est-à-dire en termes de diagnostic et en termes de traitement. À la limite, j'espère qu'on parlera un jour de guide de prise en charge de l'asthme et plus de recommandations, les recommandations ayant leurs limites. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Étienne, et merci à M. Tremblay également pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci, Samia. Yves, c'est à toi de… Ben, écoutez, moi, je voudrais remercier aussi professeur Samia Wright pour sa magnifique intervention. Je m'excuse si parfois j'ai un peu escamoté une ou deux plaques, mais votre débit était en accéléré, j'avais un petit peu de misère à Mon suivre. excuse. Merci aussi à Louis-Philippe pour ses interventions toujours d'aplomb et puis toujours intéressantes. Et tant qu'à moi, ben, j'aimerais vous rappeler notre dernière conférence d'actualité soutenue par le GRISOF qui sera présentée le 15 décembre prochain, donc dans 3 semaines, par Monsieur Jean-François Lemoine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François Lemoine est un médecin, mais c'est aussi un médecin journaliste très critique. Et donc, il a animé plusieurs plateformes en France au cours des 2, 3, 4 dernières années. Et donc, il va être avec nous et il va nous parler d'un sujet à la fois nouveau et intriguant, la médecine intégrative. Donc, je vous invite, c'est le 15 décembre prochain, 9 heures, heure normale de l'Est, ce qui fait 15 heures, heure française, heure algérienne aussi. On m'a dit tantôt que c'était la même heure. Pour ceux qui sont intéressés, naturellement, la conférence a été enregistrée, va être déposée sur notre chaîne YouTube dans les jours qui vont suivre.